Pour Robert Tay, le naturel est un métier enraciné dans la passion de l'ingrédient. C'est la graine d'un esprit familial qui se transmet et grandit durablement. Robert Tay, ce sont les racines d'une entreprise implantée à Grasse depuis 1850, habitée par le savoir-faire d'exception de la création de parfums, d'arômes et d'actifs naturels. C'est l'éclosion d'un art unique, celui d'éveiller les sens aux émotions à travers des produits sur mesure au service des clients qui nous font confiance. Cette passion se traduit par la préservation du vivant grâce à des technologies de pointe pour en extraire le naturel de demain. Robert Tay, Futuring Naturals. Bon, il va ? Mesdames, Messieurs, très heureux de vous accueillir à Grasse pour cette assemblée générale. Donc, sont les principaux intervenants sont donc à mes côtés Jérôme, directeur général du groupe. Nous avons la présence des commissaires aux comptes, je ne sais pas où ils sont. Ils sont sur le côté. Oui, et KPMG n'est pas là. Donc, les commissaires aux comptes qui sont Cogeparc et KPMG. Et puis, certains actionnaires représentant soit la famille Maubert, soit FSP, soit Peugeot Invest. Nous avons le plaisir d'avoir aussi la majorité de nos administrateurs, et pour représenter Robert Tay et répondre à vos questions, Isabelle Pardiès. Est-ce qu'elle est Isabelle ? Elle est là. Directrice financière. Direction financière. Eugénie Cossard qui nous met sous tutelle, notre directrice juridique et éthique. Et nous avons le plaisir d'avoir... où est-ce que... Bastien et Marguerite Lucas qui représentent nos conseils. Et KPMG qui arrive en retard, bravo. Vous avez votre place là. Donc, les formalités de vote, on a essayé cette année de... On aura les résultats des votes un peu plus rapidement que précédemment, puisqu'on a pu anticiper, non ? Oui, tout à fait. Donc on va former le bureau si vous voulez bien. Et donc on demande aux principaux actionnaires, donc Madame Canovas qui représente Maubert SA, qui est l'actionnaire de contrôle de Robert Tay. Et on a demandé à Nicolas Dubourg, Esqualité représentant du Fonds stratégique de participation. C'est juste. Et on prendra comme secrétaire de bureau Eugénie. En ce qui concerne les formalités de convocation, elles ont été valablement réalisées. La publication, merci Jérôme, la publication au ballot a été réalisée le 27 avril 2026. À défaut de demande d'inscription de nouvelles résolutions, l'avis de réunion vaut donc avis de convocation. Publication dans le journal d'annonce légale le 13 mai. Brochure a été adressée aux actionnaires par lettre simple et bien sûr, comme d'usage, l'ensemble de la documentation est disponible sur le site internet de la société Robert Tay dans la rubrique information financière. En ce qui concerne le quorum, Monsieur le Président, nous avons donc un quorum de plus de 81%, donc largement au-delà des 20% nécessaires pour la partie ordinaire de l'Assemblée et de 25% pour l'Assemblée, la partie extraordinaire. Le quorum étant valablement atteint, l'Assemblée générale peut valablement délibérer.
Vous avez souhaité organiser cette assemblée en 8 parties. Donc une introduction, le bilan général de l'année que vous présenterez avec votre directeur général, la présentation des résolutions, partie un peu technique que nous partagerons, quelques mots sur la gouvernance, la synthèse des rapports des commissaires aux comptes qui sera présentée, une partie questions-réponses s'il y en a, puis ensuite nous passerons à la formalisation des votes et vous aurez le mot de conclusion. Ok. Donc en introduction, on va faire avec Jérôme une présentation rapide. On n'y voit rien, mais c'est très bien. Donc ça, c'est des différents membres. On ne peut pas éclaircir un peu? Non. Non. Bon. Les différents membres du conseil d'administration, et vous avez Christophe Maubert, Catherine Canovas, Colette Robert, Victoire Le Tourneur d'Ison, Georges Maubert, Isabelle de Crémaux, Lucie Morel, Élie Vanier, qui n'est pas là pour l'instant, Marie et Guy. Excusez-moi, mais ça c'est simplement la présentation des membres du conseil, avec donc en indépendant Isabelle de Crémaux, Lucie Morel, Colette Robert. Marianne. Non. Marianne Mazadé. Ah oui, pardon, excusez-moi, Marie et Guy. Et Guy, oui. Voilà, et il y a donc le quota, donc je ne vais pas parler de le terme de quota, mais revenez en arrière. Donc on est... J'étais persuadé qu'on était 11, enfin on est que 10. Ah non, oui, il y a le président, ouais. j'ai oublié le Oui. président. Non, on est 11, donc 3, 4, 5. Et une majorité de femmes. C'est simple. Je laisse Jérôme présenter, donc en interne son... Vous avez un petit slide. C'est avant. Non, c'est vous d'abord, Jérôme. Non, c'est de l'autre côté. Ça, c'est moi. On va passer au bilan. Vous aviez ça présenté. Oui, allez-y pour la suivante. Bilan général de l'année, donc il y a deux en fait marquants. On va vite passer sur la première, je ne sais pas pourquoi il a mis cette photo. On a décidé, enfin Jérôme a décidé qu'il fallait fêter les 175 ans de la société, parce qu'on s'est dit qu'on ne sera peut-être pas là pour les 200 ans. Alors autant en profiter et le faire pour les 175 ans. On a fait une belle soirée réservée au personnel de la société. Et les services communication a travaillé avec Assouline pour un livre qui est intéressant, qui est un bel ouvrage intéressant. Ça, c'est donc 175 ans. Et c'était quand même un clin d'œil à notre attachement à Grasse et à notre savoir-faire sur les matières premières naturelles, qu'on vous répète à longueur d'année. Ça, c'est un des faits marquants. Et qu'est-ce que vous avez après? Ça, c'est moi après. Et après, je passe la parole à Jérôme. Merci Philippe, merci d'abord à vous et à tout le monde pour la confiance. Effectivement, ce qu'on a montré sur cette diapositive, c'est que fort de ses racines de 175 ans, on est vraiment porté vers l'avenir et porté vers l'expansion mondiale de Robertet. Elle s'est traduite par des éléments concrets en 2025, puisque d'un côté, on a étendu notre empreinte industrielle, on a renforcé nos investissements à Grasse, on a lancé le chantier d'un doublement de notre usine mexicaine, on a doublé la capacité de production à Bangalore en Inde, et puis surtout, on a ouvert notre première usine en Indonésie, qui est un de nos marchés cibles de l'Asie du Sud-Est, à côté d'autres pays majeurs, mais ça, c'est un marché vraiment cible pour lequel il nous manquait une force de frappe industrielle localisée.
et c'est chose faite depuis novembre dernier. De l'autre côté, on accueille bien sûr nos équipes dans des centres de création qui regroupent nos équipes commerciales, créatives et laboratoires de manière à co-créer les produits de demain avec nos clients locaux. Ça nous donne là une agilité, une faculté d'adaptation locale forte. On a ouvert un nouveau centre de création à Mexico, on a doublé celui de New York, on a doublé celui de Shanghai, on a ouvert celui de Dubaï, on a ouvert celui de Singapour. Tout ça sont des exemples de l'augmentation de l'empreinte internationale de Robertet. D'un côté gouvernance, on a eu quelques petits changements au niveau du comité de direction opérationnelle. Le premier changement, et non des moindres, que je tiens à saluer aujourd'hui, c'est que nous avons eu le départ d'un membre éminent de ce comité exécutif, en la personne de Christophe Maubert, qui a dirigé la division parfumerie avec brio pendant 30 ans et qui l'a mené à des sommets de chiffre d'affaires, puisque c'est la division qui a dépassé sous son égide les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la division qui a délivré des profits records et surtout une structure en France, aux États-Unis et en Chine qui font notre force et l'avenir de cette division. Donc merci Christophe pour la formidable contribution à la croissance de l'entreprise pendant toutes ces années. Merci Jérôme pour ces commentaires qui ne sont pas forcément mérités, mais que j'apprécie. Pour succéder à Christophe, on a fait appel à Julien Maubert, qui était auparavant le directeur de la division des matières premières. Julien est donc fort d'une expérience de plus de 10 ans dans la division des matières premières, une expérience qui évidemment lui sera bénéfique lors de son passage à la division parfumerie qu'il dirige donc depuis le 1er janvier. Pour remplacer Julien à la tête des matières premières, nous avons fait revenir un expatrié, puisque nous avons fait appel à Patrick Rogier, qui était directeur de l'Asie du Sud-Est, avec des résultats remarquables. Une expérience industrielle, matières premières, et donc, après avoir vécu de nombreuses années en Inde et à Singapour, le temps était venu pour lui de rentrer à Grasse, de rentrer au siège pour présider la division des matières premières. Et puis enfin, nous avons nommé pour la première fois une directrice des ressources humaines groupe qui vient donc renforcer l'équipe de direction. On a parlé du renforcement de l'empreinte industrielle. Je voulais évidemment pour nos actionnaires rappeler que nous avons renforcé nos investissements sous forme d'investissements capitalistiques. Pour 2/3, ces investissements vont dans l'industrie, à Grasse avec des modernisations, des automatisations et des renforcements, mais aussi à l'étranger. Je répète, nouvelle usine en Indonésie, nouvelle unité de production au service de l'ensemble de l'Asie, basée à Bangalore, etc. etc. L'autre tiers, en tout cas le tiers restant des investissements, va dans la modernisation de notre informatique. On a trois gros sujets informatiques, un sujet de data, et donc on a un projet qui s'appelle Unify, qui consiste à unifier toutes les datas du groupe de manière à ce que toutes nos équipes mondiales puissent travailler demain sur la base des mêmes datas. On a un deuxième sujet qui est l'intelligence artificielle, et donc on a été assez pionnier il y a 2 ans en lançant un projet qui aujourd'hui est devenu l'assistant personnel de nos créateurs, aromaticiens comme parfumeurs, et qui sera déployé mondialement dans les années à venir, qui est aujourd'hui réservé à nos créateurs en France, et qui donc accélère et enrichit le travail créatif grâce à l'intelligence artificielle. Et puis enfin, on est assez fiers, puisque ça fait partie des gros investissements, d'avoir été reconnu sous le statut Silver de Cybervadis, qui mesure la capacité des entreprises à avoir une bonne cybersécurité. Pour rester sur les achievements, sur les réalisations, on confirme évidemment le très fort engagement à long terme en RSE du groupe Robertet. On a donc eu le renouvellement de notre certification par EcoVadis en statut Platinum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une centaine de critères, Robertet est considéré comme l'une des top 1% d'entreprises les plus durables que EcoVadis étudie. Et elle étudie des milliers d'entreprises. Deuxième chose, et qui est peut-être plus concrète, c'est qu'on a donc de nouveau battu un nouveau record avec 67 chaînes d'approvisionnement certifiées par des instituts externes reconnus en 2025, principalement Fair for Life par EcoCert ou l'UEBT
nos clients sont plus ou moins sensibles à l'une ou l'autre, et donc on déploie des efforts importants auprès de nos fournisseurs, dans tous les pays, dans toutes les régions, pour faire certifier ces filières historiques. Et puis enfin, on s'est lancé en 2025, pour la première fois, dans une trajectoire dite SBTI, donc Science-Based Targets, qui donc vise à réduire notre empreinte carbone avec une trajectoire 2023-2033, qui a été donc validée par l'Institut Science-Based Targets et qui vise donc à nous améliorer encore plus sur l'empreinte carbone. Voilà. Alors, parlant de score RSE, je vous donne quelques détails. Donc, on est évalué sur nos scores RSE sur 4 critères. Le premier critère qui est de labelliser et de certifier et d'auditer nos filières d'approvisionnement. Et donc, on a aujourd'hui 89% de nos filières d'approvisionnement qui sont labellisées, certifiées, soit une augmentation de 14% sur 2 ans. Et on vise les 100% d'ici 2030. Notre intensité carbone, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 rejetées par tonne de produits produites, est en forte diminution. On a fait une forte diminution en 2024 par rapport à 2023. On a de nouveau réduit un peu moins que prévu, mais on a encore un peu réduit en 2025. Et encore une fois, avec cette stratégie et cette trajectoire SBTI, nous allons aller encore beaucoup plus loin. Les accidents du travail que nous mesurons donc avec beaucoup d'attention avaient beaucoup diminué entre 23 et 24. Ils ont légèrement remonté en 2025. C'est donc un point d'attention, même si le score reste en dessous de la moyenne nationale. Enfin, l'intensité hydrique, donc le nombre de mètres cubes d'eau consommés par tonne de produits produites, lui aussi est en forte baisse, 41% sur 2 ans, et de nouveau une baisse significative entre 2025 par rapport à 2024. Et on a décidé avec Jérôme de se partager un peu, même si ce serait plutôt à lui de le faire. Mais enfin, il est quand même symptomatique de voir que l'on commence une réunion en vous parlant de l'intensité carbone, des accidents du travail. Pardon. Donc c'est un peu... Ça devient non seulement important, mais si on n'est pas dans ce mouvement-là, certains clients nous disent vous ne travaillez pas avec nous. Exact. Ah oui, les exigences clients sont devenues de plus en plus importantes. Et donc, nous, on est très bien placés pour avoir des impacts très positifs sur toute la chaîne de valeur de Robertet, puisqu'on va de la graine au parfum. Mais c'est vrai que beaucoup de clients travaillent uniquement avec des fournisseurs durables. Ok. Donc on passe, si vous voulez, rapidement sur, parce que vous devez les avoir sur un résumé des résultats 2025, en commençant par le chiffre d'affaires, et nous avons décomposé le chiffre d'affaires 24 en prenant en compte la croissance organique en plus, l'effet périmètre en croissance organique, l'effet périmètre et l'effet de change. Donc vous voyez que l'on passe de 808 à 844 en ayant un effet, surtout l'effet important et l'effet change qui impacte le chiffre d'affaires de 3,5%. Et à droite, vous avez les tableaux par division. Health and Beauty, qui est toujours à Health and Beauty, il faut que l'on réussisse notre objectif qui est sur 2030 de faire... On a un objectif de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires à 2030 sur Health and Beauty, c'est-à-dire d'obtenir environ 6% de poids du groupe, c'est-à-dire un doublement par rapport à aujourd'hui. Alors on a beaucoup de projets, espérons qu'ils verront le jour, mais on est très optimiste là-dessus. Et après, il n'y a pas de changement majeur avec 25% pour la division matières premières, 35% pour la division arômes et la parfumerie qui est en tête à 37%. Et par zone géographique, on a toujours quand même
deux gros piliers qui est l'Europe 38% et l'Amérique du Nord 32%. On a toujours une présence Asie-Pacifique qui commence à devenir à 16%, qui augmente tous les ans, mais qui n'est pas encore... Il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Dans l'Europe, je crois que la France doit représenter 18%. Non, j'ai plus. Oui, 20%. la France représente 18% du chiffre global de l'entreprise. Ouais. Donc on est quand même toujours une société très fortement tournée vers l'étranger. Nous passons au tableau suivant qui est l'évolution du chiffre d'affaires sur... Alors ce qui est intéressant, c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi on a pris 6 ans, mais le taux moyen d'augmentation sur 6 ans est de 9,4%, ce qui est quand même assez remarquable, et avec des croissances à deux chiffres sur plusieurs années, 21, 22, 24, et une belle évolution. Et je crois que l'ensemble des divisions et des régions ont contribué à cette réussite. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Si on passe à l'EBITDA, c'est encore plus spectaculaire parce que... Et non, vous n'arrivez pas à lire? Non. Et vous m'écoutez? Oui, mais je peux pas. Et vous n'avez pas accès... Eh oui, je suis désolé. Je ne peux pas le rendre plus clair. Hein. Bon, écoutez, on va le faire rapidement. Le taux, l'EBITDA, un taux moyen d'augmentation sur les 6 dernières années de 12,5%. On était parti à un EBITDA qui, cette année, est à 174 millions et représente 20,6%. Pardon 20,6%. 20,6%. Qui est quand même, je crois que c'est le plus fort pourcentage d'EBITDA que nous avons eu ces dernières années. Tout à fait. Mais avec vous voyez, la période 2015-2017, on était dans les 16%, 2018-2020, 17%, et 2021-2025, la moyenne est à 19,2%. On est quand même sur des taux d'EBITDA qui deviennent corrects, qui sont plus que corrects. Et à retenir, taux moyen 9,4 pour le chiffre d'affaires, 12,5 pour les l'EBITDA et 15,4 pour les résultats. Donc pour la première fois, le résultat net est supérieur à 100 millions, est à 103 millions d'euros. À titre de clin d'œil, je crois que quand j'ai pris la présidence de la société, 100 millions d'euros, c'était le chiffre d'affaires. Ou même pas. Bon, après, vous me direz, ma soeur vous dira, mais il y a tellement longtemps que tu aurais pu faire mieux. Enfin. Je suis désolé que vous ne puissiez pas lire correctement tout cela. Allez-y. Et alors là, oui, pour finir, c'est le PNL. Donc, ce qui est intéressant cette année, c'est que la marge brute est passée de 56 à 59%, donc augmentation de la marge brute. Il y a quand même une augmentation significative des frais, charges externes, charges de personnel, enfin charges externes et charges de personnel, mais qui a comme conséquence quand même un EBITDA qui passe de 19,4 à 26. Donc c'est quand même 1,2% de plus, qui est quand même remarquable. Pas de modification dans les dotations, amortissements, et un résultat courant de 17%, et un résultat net de 103 millions, qui représente 12%, plus de 12% du chiffre d'affaires. Je passe là-dessus parce que vous avez toutes ces sont dans les documents. Et le dernier document qu'on voulait indiquer, c'est les flux de trésorerie. Alors le seul point cette année, c'est que nous avions un cash flow, là je parle sous le regard inquiet d'Isabelle, un cash flow libre de 74 millions l'année dernière et qu'il n'est plus
que 45 millions cette année n'est dû principalement à ce que certaines liquidités ont été placées. C'est à long terme. Placées à long terme, voilà. Mais il n'y a pas d'autres faits sur le cash flow et le... Mais ça, vous avez ce tableau, vous retrouvez ce tableau dans le résumé. Et le dernier, alors après, bilan, il n'y a pas de modification sur le bilan. Le total du bilan est supérieur au milliard d'euros. Il n'y a pas de grande... On peut juste signaler qu'on rembourse l'emprunt OPAS qui a été contracté en 2022 et que le taux d'endettement de la société représente 0,5 fois l'EBITDA, ce qui est relativement faible. Voilà. Avec des remboursements quand même importants et on doit dire qu'on a de bons... nos amis banquiers sont coopératifs. Non? Ben quand ça baisse... Enfin, non, c'est des choses... Je ne peux pas dire. Voilà, je repasse... Ça, c'était un résumé rapide des comptes de cette année. Je repasse la parole à Jérôme qui va vous parler des perspectives, chose plus intéressante que le passé. Allez-y, merci Philippe. Je vais terminer donc cette revue de l'entreprise par des perspectives, puisque, comme le dit Philippe, l'ensemble des chiffres a été présenté de manière synthétique. Il est présenté de manière beaucoup plus détaillée dans notre bilan annuel. En termes de perspectives à long terme pour la société, on a eu la chance d'avoir notre premier Capital Markets Day au mois de mai ici à Grasse, qui nous a donné l'occasion de partager un certain nombre de visions sur l'avenir. Donc, comme vous le voyez, je pense que ce qu'on essaie, c'est d'allier la croissance de manière assez disciplinée, mais surtout résiliente, dans un environnement qui, évidemment, et tout le monde le sait, est de plus en plus incertain et difficile. Alors, les opportunités, c'est que d'abord, Robertet est bien positionné pour capter la demande croissante en ingrédients naturels. La demande d'ingrédients naturels ou de produits à base de naturel de la part de nos clients est forte et reste un soutien fort à notre activité. La deuxième chose, c'est qu'on a des bons clients. Des bons clients, c'est-à-dire d'abord, on a un portefeuille de clients équilibré, avec aucune dépendance. On a les 50 premiers clients de l'entreprise font 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise et surtout, on est très bien répartis entre des champions locaux, des marques émergentes et des grands groupes. Voilà, donc on a un portefeuille de clients de toute taille qui, quelque part, progresse de manière équilibrée. Et puis enfin, on a un potentiel de croissance, Philippe l'a rappelé, dans les nouveaux marchés, en particulier en Asie, en Afrique, en Amérique latine, qui font que progressivement, nous souhaiterions augmenter notre part du chiffre d'affaires dans ces marchés, comme le marché l'indique. Et ce qui nous y encourage, c'est que la demande de produits naturels et la demande de produits relativement haut de gamme se renforcent dans ces marchés émergents. Alors les risques, ils sont évidemment les risques d'incertitude géopolitique, on le voit récemment au Moyen-Orient, qui font donc peser beaucoup d'incertitudes, et notamment des incertitudes sur les coûts de tous les produits dérivés du pétrole et de tous les services dépendants du prix du pétrole. On l'a vu en 2025 et on le reverra en 2026, il y a une volatilité persistante des devises, et donc il est extrêmement difficile de se livrer à un exercice de prévision. On le fait quand même, mais on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes et pour l'instant, des vents plutôt contraires pour les sociétés comme la nôtre, cotées en euros. Et puis enfin, c'est la rançon du succès. La concurrence, notamment dans les produits naturels, se renforce et donc nous oblige à redoubler d'innovation, de créativité et d'agilité pour répondre aux besoins de nos clients. Alors, on l'a annoncé lors de l'annonce des résultats annuels, notre chiffre d'affaires à fin mars était en hausse à périmètre et taux de change constant de 4,9%, mais en baisse de 0,7% en publié pour des raisons d'amplitude des effets de change qui, particulièrement sur le premier trimestre, ont été très forts. On s'attend à une certaine normalisation d'ici la fin de l'année, mais là, on a pris de plein fouet la chute des monnaies depuis
depuis milieu de l'année dernière, passe à un trimestre 1 2025 qui restait beaucoup plus favorable. Notre objectif reste de rester dans notre fourchette de croissance de 5%. Hein, c'est le bas de la fourchette qu'on espère atteindre cette année malgré les vents contraires, évidemment sous réserve d'une dégradation très durable de l'environnement économique. Et puis la marge, qu'on aime regarder chez Robertet de manière long terme, eh bien, on souhaite la maintenir en 2026 dans la moyenne qui a été indiquée précédemment des 4 dernières années. Voilà. Enfin, pardon, excusez-moi. Noter le dernier. Excusez-moi. Enfin, pour terminer, donc on a renouvelé notre ambition de chiffre d'affaires, hein, puisque nous avions une ambition de 1 milliard en 2030, que nous avons rehaussé à l'occasion de ce Capital Markets Day de mai dernier, à une fourchette de 1,1 à 1,2 milliard de chiffre d'affaires, ce qui voudrait dire une croissance annuelle, tout compris, de 5 à 7%, hein, donc ce qui veut dire d'être environ 1 à 2 points au-delà de notre prévision d'augmentation du marché des parfums et arômes. Dans cette croissance, on compte évidemment avoir de la croissance organique, ce qui reste le moteur numéro 1, mais il y a un moteur numéro 2 qui est historiquement environ un quart de notre croissance qui viendrait de nouvelles acquisitions, soit entre 50 et 80 millions sur la période 2025-2030. Alors les leviers, évidemment, c'est d'abord d'avoir des acquisitions ciblées, mais de continuer surtout et encore à avoir des équipes performantes dans tous nos pays pour avoir de la croissance organique. Les 4 divisions vont y contribuer. On compte toutes les 4 les renforcer et rester focalisés sur ces 4 divisions. On attend évidemment des progrès significatifs en Asie, hein, dans tous les pays d'Asie, en particulier dans les grands pays d'Asie qui se montrent de plus en plus ouverts à nos types de produits. Et puis Philippe l'a dit, une toute petite division Health & Beauty qui a beaucoup de potentiel et sur laquelle nous investissons. Voilà pour les perspectives 2030 que nous réaffirmons à l'occasion de cette Assemblée générale. Je crois que s'il y a une chose que vous devez retenir de toute l'Assemblée générale, c'est les deux dernières présentations de Jérôme. Les objectifs 2030 et celles d'avant sont nos opportunités. C'est notre chemin directeur pour les années à venir. Et s'il n'y a que 2 choses à retenir, c'est cela. Voilà. Nous allons passer maintenant au côté. Il y aura des questions si vous voulez un peu plus tard. Bastien, vous nous présentez. Oui, effectivement, et comme vous le dites, bien naturellement, vous avez commencé par l'activité de la société, qui est quand même le plus important, et effectivement, basculer maintenant dans la partie plus juridique de l'Assemblée générale, dont on peut rappeler l'ordre du jour, selon un triptyque usuel, et on retrouve un petit peu ces thématiques, comme chaque année, d'approbation des comptes sociaux, des comptes consolidés, l'affectation du résultat, et puis la thématique des conventions réglementées. Si le flacon reste le même, vous voulez peut-être dire un mot du contenu, Monsieur le Président, sur effectivement l'affectation du résultat. Juste sur le dividende. Donc on a proposé au Conseil un dividende d'augmentation de 20%, qui est un peu supérieur à l'augmentation du bénéfice, mais qui est en ligne et qui nous permet de continuer à avoir un endettement relativement bas, mais aussi de pouvoir faire les investissements de CAPEX nécessaires. Donc, augmentation du dividende de 20% qui a été proposée. Voilà. Je vous remercie. Donc après cette première thématique d'approbation des comptes, la deuxième, comme chaque année, sera celle relative aux rémunérations, plus connue sous le vocable de Say on Pay, avec donc toujours cette première partie ex post qui consistera à prendre acte de la mise en œuvre de la politique de rémunération qui avait été décidée pour 2025, et puis vous présentez la partie ex ante sur celle donc qui sera celle de 2026. Et puis sur la troisième thématique de l'Assemblée générale, eh bien, ce sera celle relative aux autorisations financières, autour de l'autorisation donnée à la société de racheter ses propres actions,
la possibilité qui lui est donnée, si elle le décide, de pouvoir les annuler, et puis une information annuelle sur les attributions d'actions gratuites. Donc, ce sera les 3 thématiques de cette assemblée. Sur la première partie, qui était l'approbation des comptes, vous vous référerez finalement à la première partie de l'Assemblée, au descriptif de l'activité qui a été faite par Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Président. Sur la partie gouvernance que nous allons évoquer maintenant, vous trouverez finalement un détail important de cette thématique en page 106 et suivant du rapport financier annuel. Ce qu'il faut en retenir globalement, vous savez où vous vous trouvez. Vous vous trouvez dans une société anonyme dont la direction est assurée par un directeur général et un conseil d'administration avec donc un président, puisqu'il y a une dissociation des fonctions entre le directeur général et le président depuis maintenant quelques années. La composition du conseil d'administration, M. Philippe Maubert vous l'a rappelé en introduction, 11 administrateurs. Souvenez-vous, l'an dernier, 4 nouveaux administrateurs vous ont rejoint. De ces 11 administrateurs, 5 sont qualifiés d'indépendants, comme vous l'avez rappelé, et 6, donc la majorité, comme vous le disiez, M. Maubert, sont des femmes. Le conseil d'administration est composé de plusieurs comités, comité d'audit, comité des rémunérations et des nominations. On soulignera l'ajout de cette compétence cette année, et puis un comité RSE. Je voudrais souligner le rôle important de ces 3 comités qui font rapport au Conseil, le comité d'audit, les rémunérations de nomination et les RSE. Ils font à chaque conseil d'administration, il y a un rapport d'un ou plusieurs de ces comités et le Conseil suit, enfin, prend note de ces conseils et les approuve. Mais il y a beaucoup de travail, aussi bien en audit, grâce à messieurs, le travail préalable fait par les commissaires aux comptes ou par la direction financière, comité présidé par Isabelle, et le comité des rémunérations et des nominations est jusqu'à cette année présidé par Colette. Et il y a aussi beaucoup de travail sur ces deux comités. Je voudrais simplement dire un mot pour les remercier du travail accompli qui est très important. Et effectivement, ce travail qui permet au conseil d'administration de se réunir, éclairé par ces comités, donc 5 fois en 2025, avec un taux de présence de 100% de l'ensemble des membres sur l'ensemble des réunions. En ce qui concerne les rémunérations des mandataires sociaux, ces rémunérations usuellement sont, de nouveau on retrouve un triptyque finalement là aussi, d'une rémunération fixe, d'une rémunération variable et d'une rémunération de long terme. La rémunération variable étant assise ayant référence à des indicateurs de croissance, d'amélioration financière, donc sur des croissances de chiffre d'affaires, d'EBITDA, de bénéfices nets par groupe, des objectifs d'amélioration RSE et des objectifs de management. Et puis sur la troisième enveloppe de rémunération qui est composée de la rémunération dite long terme par des attributions d'actions gratuites. Notons qu'elles sont désormais 100% basées sur des performances financières, des performances RSE et puis des performances boursières également. Donc on retrouve un alignement vraiment fort entre les présentations que vous avez faites de l'activité et les objectifs de rémunération qui sont fixés à vos mandataires sociaux. Pour continuer sur l'information qui doit vous être donnée dans un cadre légal, maintenant une présentation par vos commissaires aux comptes de leur rapport. Vous nous les faites comme d'habitude, hein? C'est certifié. Non, mais développez un peu, mais... Merci, Monsieur le Président. Premier rapport, c'est celui que le Collège des commissaires aux comptes donc, émet sur les comptes consolidés, qui vous ont été présentés et résumés là, par le Président et le Directeur général de la société, qui ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 8 avril dernier et certifiés donc, par le Collège des commissaires aux comptes dans un rapport qui a été émis le 14 avril.
S'agissant de l'opinion, donc je vais lire ce paragraphe, nous certifions que les comptes consolidés sont au regard du référentiel des normes IFRS telles qu'adoptées dans l'Union européenne, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière du patrimoine à la fin de l'exercice de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Donc une certification pure et simple. Dans les points clés de l'audit ou les justifications des appréciations, on porte à votre attention notamment les travaux qui ont été mis en œuvre sur ce qu'on appelle les goodwill, donc qui sont des actifs incorporels non amortissables au bilan consolidé, qui s'élèvent à un peu plus de 80 millions d'euros et qui ont fait l'objet de tests d'évaluation, de tests de dépréciation appropriés. Et puis sur les autres éléments de ce rapport, tout ce qu'on appelle dans le jargon les vérifications spécifiques, on vous confirme notamment que toutes les informations qui vous ont été partagées pour les besoins de cette Assemblée n'appellent pas de commentaires de notre part sur leur sincérité ou leur concordance avec les comptes consolidés. Merci. Il y a d'autres slides. Vous avez aussi les... Compte annuel. Concernant les comptes sociaux annuels à l'identique, nous sommes sur une certification des comptes purs et simples. Cette année, une petite observation purement technique pour mettre en avant un nouveau référentiel applicable en 2025. On est sur quelque chose de purement technique et que vous trouverez dans toutes les sociétés, dans tous les rapports des commissaires aux comptes 2025. Ce n'est pas spécifique à Robertet, étant précisé qu'on est sur des changements davantage de présentation et qui n'ont aucun impact sur la formation du résultat. Et pour ce qui concerne les principales appréciations concernant les comptes sociaux, elles portent sur l'évaluation des titres de participation faites selon les mêmes hypothèses que les goodwill dans les comptes consolidés qu'on vous a expliqué sur la page précédente. Merci. On continue. Nous avons aussi validé la partie juridique, ce qu'on appelle les vérifications spécifiques. Tous les documents juridiques qui vous sont présentés aujourd'hui sont relus en amont par nos soins et sont conformes avec les informations comptables et financières. Et il va nous rester un rapport sur les conventions réglementées, je pense. Voilà, nous devons également vous relater les conventions réglementées de l'exercice, sachant qu'il n'y a aucune nouvelle convention sur l'exercice. Et la seule qui se poursuit est la même depuis 2009, aux mêmes conditions, constituée par un contrat d'animation du groupe avec la société Maubert SA. Et comme la dernière autorisation était tombée, nous la renouvelons, mais ça ne veut absolument pas dire que nous avons l'intention à nouveau de faire une réduction de capital. C'est simplement pour pouvoir... Elle était échue, la dernière. Elle était échue. Il s'agit d'un renouvellement. C'est un renouvellement. Merci beaucoup pour votre... Peut-être, Monsieur le Président, je prends juste 10 secondes pour un dernier rapport. Ce sera sur la fin des résolutions concernant les autorisations qui seront données, notamment en termes de réduction de capital. Donc, pour dire que là aussi, donc, on a émis un rapport qui atteste de la conformité de l'opération que vous proposez à l'Assemblée par rapport aux dispositions du Code de commerce. D'accord. Mesdames, Messieurs, on vous remercie pour votre capacité à la synthèse. C'est beaucoup de travail et on vous remercie du travail effectué sur l'approbation des comptes, leur sincérité et tout ça. Donc avant de voter les différentes résolutions, nous passons aux questions s'il y a des questions. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions écrites. Tout à fait. Non, il n'y en a pas eu. Si vous avez des questions, nous sommes Jérôme est là pour vous y répondre. Et j'ai le marteau, c'est comme pour vote aux enchères. Pas de questions ?
Vous voulez rajouter quelque chose, Jérôme? Oui, je vais rajouter que je pense que la raison pour laquelle nous n'avons pas de questions, c'est que l'année 2025 a été une très belle année pour le groupe Robertet. Comme l'a rappelé Philippe pendant la présentation, nous avons fait une belle année de chiffre d'affaires qui est très compétitif par rapport à l'environnement des parfums et arômes. On a fait une belle année de profit justement grâce à une très bonne marge brute. Nous resterons vigilants sur les dépenses parce qu'effectivement elles ont augmenté un peu fortement. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que l'année 25 a été une belle année. Les perspectives 2030 et au-delà restent très positives sur l'entreprise. Et on va essayer d'affronter avec toute notre agilité et toute notre détermination une année 26 qui s'annonce effectivement un peu plus pleine de défis. Et en tant que président, c'est avec un grand plaisir que je souhaite féliciter Jérôme et toutes ses équipes, hein, parce que vous êtes aujourd'hui le représentant de toutes les équipes basées en France ou ailleurs. En France, c'est près de 1000 personnes. Tout à fait. Et dans le monde, c'est près de 2700 personnes. 2700 personnes maintenant, oui. Voilà. Je tiens, peut-être en votre nom, à le féliciter pour le travail accompli. Mais il reste encore beaucoup à faire. On regarde pas trop le passé, et ce qui compte avant tout, c'est l'avenir, et on est très confiant, même si l'année en cours peut poser quelques un peu plus difficile sans doute, mais nous sommes très confiants sur l'avenir et prenons note des prévisions 2030 que vous nous avez présentées. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci. Bastien, qu'est-ce qu'on... Les votes? Oui, je vais essayer d'être aussi synthétique que vos commissaires aux comptes. Je sais que vous l'appréciez. Mais pour rappeler les résolutions qui sont soumises à cette Assemblée générale dans sa partie ordinaire et extraordinaire, la première, donc l'approbation des comptes au 31 décembre 2025, des charges non déductibles et de quitus aux membres du conseil d'administration, dirigeants, mandataires sociaux et aux commissaires aux comptes. La deuxième résolution sur l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025. La troisième résolution d'affectation du résultat, juste quelques chiffres à rappeler pour le plaisir de le dire. Un résultat de l'exercice s'élevant à 51 730 873,88 €, dont vous avez proposé la ventilation à titre de dividende à hauteur de 25 175 808 €, une mise en réserve de 26 555 065,88 €, dont il découle un dividende par action de 12 €, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président. Sur la quatrième résolution, on renverra au rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, nouvelles, renouvelées, mais il n'y en a pas, et donc une qui s'est poursuivie. Sur ensuite la bascule du deuxième bloc de cette Assemblée sur le sujet Say on Pay, donc la cinquième résolution sur cette première partie, donc ex post, d'autorisation, d'approbation générale. Donc nous vous renverrons au rapport sur le gouvernement d'entreprise à cet égard et vous demanderons d'approuver de façon générale l'ex post de vos mandataires sociaux, donc conseil d'administration, directeur général, président. L'ex post plus spécifique maintenant au titre de l'exercice 2025 dans la sixième résolution pour la rémunération à votre président du conseil d'administration, finalement composé d'une partie fixe uniquement. La septième résolution qui porte sur l'ex post de rémunération du directeur général pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, donc dans sa partie fixe, variable et de long terme, comme nous l'évoquions tout à l'heure. Et puis ensuite, la huitième résolution, nous basculons donc dans l'ex-santé, donc l'autorisation de la politique de rémunération mise en œuvre est proposée pour 2026. De façon, tout d'abord, pour le président du conseil d'administration, donc dans sa partie fixe toujours. La neuvième résolution, l'approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l'exercice 2026. Donc, comme nous l'avons rappelé, une partie fixe, variable et de performance en totalité. Sur la dixième résolution,
donc la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2026. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on notera l'harmonisation des rémunérations des administrateurs, ainsi que des rémunérations par comité en présidence et en membres des comités également. Sur la, maintenant, 11e résolution, la fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs. Donc celle-ci vous est proposée à 450 000 euros. Donc c'est une augmentation puisque c'était 380 000 l'an dernier. Mais il y a eu 4 nouveaux administrateurs nommés l'an dernier, je vous le rappelle. Là, ensuite, on bascule sur le 3e bloc de l'Assemblée générale qui sont les dites autorisations financières. Donc il n'y a pas d'autorisation d'émission de titres. C'est uniquement des autorisations finalement de gestion du capital actuel par une autorisation de rachat par la société de ses propres actions. Comme vous le rappeliez, Monsieur le Président, c'est une liberté que vous avez d'en faire usage et qui est donc renouvelée pour qu'elle soit toujours disponible pour la société, parce qu'effectivement, elle arrivait à échéance. Cette autorisation de rachat, qui est donc la 12e résolution, est suivie pour permettre les conséquences que vous en déciderez, suivie d'une 13e résolution qui est l'autorisation donnée au conseil d'administration de réduire son capital social par annulation d'actions. Comme le rappelait Monsieur le commissaire aux comptes, un rapport spécifique a été émis à cet égard. La 14e résolution, parce que quand on donne une autorisation financière, on rend compte à l'Assemblée générale. Donc la 14e résolution est l'information annuelle sur les attributions gratuites d'actions, puisque les années précédentes, vous avez autorisé le conseil d'administration à les attribuer. Chaque année, vous avez rendu compte de son utilisation dans le rapport sur l'information annuelle. Et puis la 15e résolution, le pouvoir pour les formalités. Ce sont donc les 15 résolutions mises au vote. Nous allons donc procéder à la comptabilisation des votes donc réalisée par Uptevia qui se charge de ces opérations. Nous allons juste prendre quelques minutes pour aller... Alors l'année dernière, ça avait pris 3 quarts d'heure pour avoir la comptabilisation. Et Ça va aller plus vite. Cette année, ça va aller plus Ça vite. devrait, oui. On va attendre quelques minutes. Ça devrait aller plus vite. Donc ce qu'on va vous donner peut être sujet à 1 ou 2% de... On va voir, Philippe. On va voir. Comment on va Pas besoin voir de dire. On va donner les chiffres. Je vous ménage un peu de suspense. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, que je n'ai pas cité en conclusion, on est quand même très heureux d'avoir maintenant depuis 1 an comme administrateur et comme actionnaire de référence chez Robertet, aussi bien FSP que Peugeot Invest. Et c'est vraiment un plus de vous avoir. Et ne faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais de ne plus avoir comme actionnaire des confrères. Enfin, on est surtout ravis de vous avoir comme actionnaire et très actif au sein du conseil ou à travers les comités. Et je voulais vous en remercier. Voilà, ça va être bon. Vous voyez, le miracle, on a déjà les résultats. Vous ne pouvez pas les afficher? Non. Non, je vais essayer d'être... Là, nous sommes maintenant sous l'autorité de notre direction juridique et nous sommes ravis d'avoir Eugénie qui nous... Je ne vais pas dire qui nous surveille, mais qui nous conseille. Qui nous protège, qui nous conseille, qui nous encadre. Merci Eugénie. Merci Eugénie. Je suis ravie d'être là. Donc effectivement, nous venons de recevoir donc les résultats des 15 résolutions. Sur la première résolution, l'approbation des comptes sociaux, nous sommes sur une approbation au-delà des 98%. Sur l'approbation des comptes consolidés, donc deuxième résolution,
approbation au-delà des 99%. Sur la 3e résolution, affectation du dividende, approbation au-delà des 99%. Sur la 4e résolution, les conventions réglementées, approbation au-delà des 87%. 5e résolution, donc les parties say and pay. D'abord sur l'ex-post général, approbation au-delà de 97%. Sur la 6e résolution ex-post du président du conseil d'administration, approbation au-delà de 90%. Sur la 7e résolution, l'ex-post du directeur général, approbation au-delà des 95%. Sur la 8e résolution, donc maintenant nous basculons sur la partie ex-ante. La 8e résolution, l'ex-ante du président du conseil d'administration, approbation au-delà des 99%. Sur l'ex-ante de la direction générale, approbation au-delà des 86%. 10e résolution, l'ex-ante des administrateurs, une approbation au-delà des 98%. La 11e résolution, donc sur la rémunération globale des administrateurs, approbation également au-delà des 98%. Et sur le 3e bloc sur les autorisations financières, la 12e résolution sur l'autorisation de rachat, approbation au-delà des 90%. Sur l'autorisation de la réduction de capital, la 13e résolution, une approbation au-delà des 99%. La 14e résolution sur l'information des attributions gratuites d'actions, approbation au-delà des 98%. Et la 15e, le pouvoir pour les formalités au-delà de 99%. Merci Bastien. C'est la conclusion. La conclusion, on vous l'a un peu faite précédemment quand Jérôme vous a présenté le projet 2030 et nos forces et nos faiblesses sur l'année. Moi, j'aurais simplement 2 choses à rajouter. C'est que Grasse, qui était historiquement on était un peu délaissé par nos confrères en disant bon, c'était des Grassois, ils font leur cuisine, mais maintenant Grasse est the place to be. Alors c'est vrai que c'est dû au fait que nos principaux clients se sont installés à Grasse. Historiquement Chanel, et puis après Dior, et après Lancôme. Et comme ces gens-là sont venus, alors tous nos confrères sont revenus. Tous nos confrères qui avaient des investissements importants à Grasse et qui s'en étaient séparés ou avaient fermé toutes les usines, maintenant reviennent. Donc vous avez... on peut les citer, non? Je sais pas. Mais c'est ça. Enfin, les Big Four sont maintenant de nouveau à Grasse par le rachat soit de petites entités locales, soit par le rachat d'entités locales, oui. Et même hier, j'ai eu le plaisir de lire dans Nice Matin qu'un de nos confrères chimistes 100% se déclarait le roi des naturels. Alors, vous voyez, on est copié, mais c'est bien, hein, c'est pas... Non, ça c'est un point important. À nous de défendre notre position. Mais le plus important, c'est ce que vous disiez Jérôme, c'est qu'on avait quand même une spécificité à travers le monde, c'est d'avoir une clientèle de, je ne sais plus comment vous les avez appelés, de sociétés de taille moyenne. De champions locaux. De champions locaux. Grosso modo, nos confrères les plus importants étaient plus axés mettaient tout leur pouvoir sur les grands groupes. Et nous, historiquement, on est plus sur les champions locaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais malheureusement, cette position sera plus délicate à maintenir, car tout le monde maintenant cherche la croissance par ces startups qui, d'un seul coup, éclatent. Ou, si on parle de parfumerie, c'est la parfumerie de niche. Si on parle de health and beauty, ce sont de nouvelles sociétés
qui grandissent fortement. Donc c'est vrai qu'on est maintenant plus challengé sur les sociétés de taille moyenne. Et à nous de retrouver des pépites qui seront de gros clients pour le futur. Et c'est un peu là-dessus sur lequel nous travaillons. Et Jérôme, comme vous avez le mot de la fin. Merci Philippe. D'abord, merci pour ces remarques. Encore une fois, je voudrais juste conclure, si vous me permettez, par une remarque générale qui est de dire que Robertet, c'est d'abord une histoire extrêmement riche et je vous invite tous à lire le livre de Robertet qui montre que si on peut construire un avenir positif pour l'entreprise, c'est grâce à 175 ans de travail et 175 ans de belles équipes qui ont fait la société que Robertet est devenue. Deuxièmement, on a axé évidemment notre stratégie sur 3 axes majeurs qui ne sont pas nouveaux mais qu'on essaie d'amplifier, qui sont un rayonnement à l'international, qui sont des engagements RSE désormais de plus en plus formalisés, et puis qui sont une volonté de rester les maîtres du naturel, les leaders du naturel à travers de l'innovation, de la création, de la créativité. Et ces 3 axes, ce sont, d'après nous, des axes porteurs d'avenir. Et comme vous l'avez fait, je voudrais juste d'abord redire un énorme merci à tous les 2700 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour faire rayonner cette entreprise dans de très très nombreux pays. Voilà. Et puis bien entendu, remercier in fine les clients que vous avez rappelés, qui sont très variés chez Robertet et pour lesquels on donne le meilleur de nous-mêmes chaque jour. On aura toujours le même axe pour nos collaborateurs, de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et si je veux passer un bon week-end, on a oublié quand même de signaler, puisqu'à ma droite, j'ai Catherine Canovas qui préside Maubert SA, holding animatrice et de contrôle, et du travail fait au sein de cette holding animatrice, même si on n'est pas toujours d'accord, qui fait un excellent travail envers Robertet. On remercie. Je vous remercie pour ce... Mesdames, Messieurs, je vous remercie. La séance est levée. Merci beaucoup. Et see you next year. Merci infiniment en tout cas de votre présence et de votre écoute.